Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reçois Fanny l'Esprit dans ce nouvel épisode pour parler du pitch. Qu'est-ce que c'est? Comment ça peut être bénéfique en tant que prestat du mariage de savoir pitcher ton activité? Comment ça peut t'aider à mieux communiquer et vendre tes services? Autant de sujets qu'on a abordés aujourd'hui. C'est parti. Hello Fanny, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan. Bienvenue à toi. Hello Magali, écoute, c'est moi qui suis ravie. Merci pour l'invitation, très contente d'être là. Alors, on a travaillé une fois ensemble pour ma formation pour les officiantes de cérémonie et c'était un plaisir. Donc, je me suis dit, tiens, si elle venait aussi dans le podcast. Écoute, oui, en effet, j'ai écouté aussi ton podcast sur ta thématique. Alors, bon, moi, je n'ai rien à voir avec ta thématique, mais je pense que mon parcours peut être aussi intéressant pour celles qui veulent se lancer dans le monde merveilleux qui est l'entrepreneuriat. Tout à fait. Justement, raconte-nous un petit peu d'où tu viens, comment t'en es arrivé à être... tu vas nous expliquer ce que tu es aussi, parce que du coup, c'est la surprise. On ne connaît pas, donc vas-y, dis-nous tout. Qui es-tu? Ok, super. Écoute, moi je m'appelle Fanny l'Esprit, j'ai 33 ans et je viens du sud de la France. Donc actuellement, je suis basée à Toulouse et je fais du coaching et de la formation sur la thématique du pitch et de la prise de parole en public. Et ce, depuis plus de 3 ans maintenant à mon compte. Et j'étais une ancienne timide, je n'avais pas confiance en moi du tout. Vraiment, je viens de ce parcours-là. C'est vraiment le storytelling que j'utilise pour raconter mon histoire et mon parcours et comment j'en suis arrivée là. Et en fait, j'ai un peu ce truc de dire, si moi j'ai réussi, en fait, tout le monde peut y arriver parce que j'étais vraiment, vraiment timide et j'étais pas vouée à faire des choses extraordinaires dans ma vie. Simplement un job basique avec une rémunération basique et une vie normale. Et finalement, j'ai décidé de donner une autre chance à mon destin et de faire d'autres choses et de sortir de cette timidité. Et voilà. Et donc, j'en suis arrivée à finalement monter mon entreprise il y a 3 ans et me reconvertir professionnellement il y a de ça quasi 5 ans maintenant. Et j'en suis la plus heureuse. Mais du coup, tu faisais quoi avant et comment t'en es arrivée à coacher en prise de parole, alors que t'étais timide? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ouais, écoute, tu sais, au moment des oraux du bac, là, tu te souviens, on a le bac de français, on a les oraux du bac en terminale. Voilà, en fait, en première, on a les oraux du bac de français et là, je me suis dit, purée, cette année, il faut vraiment que j'arrive à sortir quelque chose, 3 mots alignés devant quelqu'un, quoi, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Et si tu veux, en privé, j'étais très, très extravertie en privé. Je faisais des spectacles de danse à mes parents, j'organisais des trucs comme ça avec mes amis et tout. Mais en public, laisse tomber, j'étais la nana inexistante au collège, limite si on me marchait dessus, quoi, tu vois. Enfin, on me voyait pas, quoi. Genre, la nana avec des lunettes et des boutons qu'on voyait pas, donc très bien. Et donc du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je me bouge, il faut que je sorte de ma zone de confort. Et je me suis inscrite à un cours de théâtre. Mais moi et la voix, c'était vraiment pas possible, quoi. Tout ce qui était chant, théâtre et tout, je me disais non, c'est mort. Tout ce qui était corps, ça allait. Et je m'inscris à un cours de théâtre. Et là, je me dis waouh, c'est trop bien, je peux devenir un autre personnage, je peux devenir quelqu'un d'autre que moi, je peux jouer des rôles, je peux avoir 36 000 vies en une si j'ai envie, ça va être trop cool. Et à tel point que ça m'a passionnée, j'ai décidé à 18 ans après mon bac de partir à Paris et de faire une école professionnelle de l'acting pour devenir comédienne et actrice. Et en fait, mes parents voulaient pas que je fasse que ça, bien évidemment. Ils se sont dit, non, mais elle est tombée sur la tête, elle. Déjà, on habite dans le sud de la France, elle part à Paris. Déjà, ça va pas. Et ensuite, j'ai rien contre les Parisiens, mais bon, voilà, vous avez compris, il y a 2 teams. Et, désolée, je fais partie de l'autre team, du coup. Et du coup, quand on est dans le sud, tu sais, nous, on n'a pas vécu avec les métros, les bus et tout ça. Et puis moi, j'arrive à Paris, il faut aller prendre le métro pour aller jusqu'à mes cours Florent. Puis je suis là, je comprends rien. Puis les gens, ils sont un peu fermés et tout. Enfin,
Enfin, c'est bizarre, tu vois. T'es là, t'as jamais pris le bus de ta vie. Enfin, tu vois, tout est à proximité quand t'es dans la campagne. Donc bon. Voilà. Et donc, mes parents m'ont dit, OK, tu fais autre chose. Donc, j'ai commencé par une école de commerce que j'ai très vite arrêtée parce que je trouvais que c'était pas mon univers, c'était pas mon monde, malgré que j'adorais les matières comme l'économie, le marketing et les choses comme ça. Mais, c'était pas mon truc. Je me suis dit, non, en fait, il me faut du temps pour faire ma passion. Donc, en fait, j'ai fait toutes mes études à distance pour pouvoir faire du théâtre à côté. J'ai essayé d'être maligne, tu vois, de me dire, OK, comment je peux gratter ma passion, là, et pas aller à l'école, quoi, presque. Et en fait, du coup, j'ai décidé de faire un BTS tourisme par correspondance. Puis, j'ai fait une licence hôtelière par correspondance et un master à l'étranger, là, pour le coup, en alternance. Là, pour le coup, et donc là, j'ai dû arrêter le théâtre, évidemment, parce que c'était à temps plein. Donc, j'ai choisi des études d'hôtellerie-tourisme parce qu'il y avait ce truc de voyage, de liberté, de pas rentrer, encore une fois, un petit peu dans les cases. J'avais vraiment envie de faire des choses différentes. Donc j'ai fait ça. Et puis, j'ai voyagé après, une fois que j'ai fait toutes mes études et j'ai fait mes stages, tu sais, à l'étranger. Ouais. J'ai fait mon stage de licence à Cape Town, en Afrique du Sud. Puis j'ai fait mon master aux États-Unis pendant 1 an. Puis tu sais, à force de voyager, tu vois, tu te dis, putain, est-ce que j'ai vraiment envie de revenir à Paris pour devenir comédienne, vouloir tout casser, prendre les métros, aller courir les castings pour être un peu serveuse, tu vois, ou faire un truc pour essayer de tout faire pour vivre de sa passion. Genre, j'étais là, non, en fait, genre one life, vas-y, je voyage. Donc en fait, j'ai voyagé pendant 6 ans. Et après les US, j'ai travaillé notamment à Dubaï pendant quasi 1 an. J'ai fait aussi un bateau de croisière pendant 6 mois. Ensuite, je suis partie faire des saisons d'été, Saint-Tropez, les Alpes. Je faisais que des trucs comme ça. Enfin, je vivais avec 2 valises, quoi. T'as 1000 vies, en fait. Ouais, j'ai fait pas mal de trucs, ouais. J'ai pas mal voyagé. J'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai fait le Canada. Bon, voilà. Donc, c'était cool. Et après, je me suis dit, à un moment donné, tu sais, genre, tu vieillis, entre guillemets. Tu te dis, bon, j'arrive proche de la trentaine, genre, est-ce que je vais continuer à vivre sans rien, quoi, à la route, un peu comme ça? Et je me suis dit, bon, non, je vais essayer de rentrer pas loin de la France. Tu sais, genre, moi, je vais rentrer dans le coin, quoi. Je vais rentrer dans le coin. Mais c'était pas en France. Et je me suis installée en Suisse pendant 2 ans où j'ai travaillé, notamment 1 an dans un hôtel. Et là, je me suis dit, OK, j'aimais beaucoup le théâtre. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai arrêté. Je veux reprendre. Donc, je m'inscris dans une école pour juste reprendre. Et là, le directeur de l'école écoute mes commentaires, écoute mes retours sur les autres élèves, mes remarques, tout ce que je pouvais dire. Et il me dit, écoute, je sais pas pourquoi, mais t'as un truc avec le coaching. Je dis, ça tombe bien parce que je suis en train de m'intéresser au monde du coaching, surtout en développement personnel. Je fais une introspection pour moi. J'essaie de faire le point dans ma vie pour savoir où j'en suis parce que j'ai envie de quitter l'hôtellerie-restauration, malgré que je me plais en Suisse et que voilà. Et il m'a dit, ça tombe bien, j'ouvre un créneau l'année prochaine pour un prof. Est-ce que tu veux devenir prof dans mon école? J'ai dit, oui, bien sûr. Donc, j'ai démissionné tout de suite et je suis devenue prof dans son école. Et ça a duré quasi 1 an, sauf qu'il y a eu le Covid. Donc, évidemment, licenciement, l'école a fermé. Et moi, je me suis retrouvée sans rien à la frontière suisse puisque j'habitais à la frontière. Et donc là, je suis rentrée la queue entre les jambes chez papa, maman. Salut, c'est moi. Je débarque après 10 années de vadrouille. Et genre là, j'ai monté mon business, tu vois, en ligne. Donc j'ai basculé mes activités que je faisais puisque je faisais du coaching en prise de parole en public à côté des cours de théâtre que je donnais dans cette école. J'avais lancé, tu vois, mon auto-entreprise en mode je vais donner mes petits cours de prise de parole en public et de théâtre à côté en plus de l'école parce que j'avais du temps libre, tu vois, j'avais un contrat seulement de 20 heures. Donc clairement, je pouvais faire d'autres choses à côté. Mais j'avais pas de site. Tu vois, j'avais rien lancé. J'étais en mode annonce sur Le Bon Coin, annonce sur Superprof, qui veut prendre des cours quoi, de prise de parole. Et de là quand tout s'est arrêté avec le Covid, tu dis OK, mais en fait, moi, je fais de la prise de parole en public. Il me faut un public. Ça va durer combien de temps, l'histoire? Et genre, j'étais allergique à la visio. Tout ce qui était prise de parole en visio, j'étais là, non, mais jamais de la vie, je coacherais des gens en visio, blablabla. Bon, autant te dire que 3 mois après, j'ai changé d'avis. J'ai même lancé ma formation sur l'art de la prise de parole en public, sur des formations vidéo. Mais du coup, sur ce truc-là, de mars 2020, j'ai lancé mon business en ligne. Et c'est ce que je développe, on est fin 2023. C'est ce que je développe maintenant, depuis bien 3 ans. La partie en ligne, le présentiel a repris, tant mieux pour moi, parce que c'est vraiment ce que j'aime faire, avec les formations, le coaching. Et maintenant, j'ai beaucoup plus une casquette où j'aide les entrepreneurs à prendre la parole et à pitcher sur leurs activités. Avant, j'étais très tournée sur le B2C.
comment avoir confiance en soi, comment se développer personnellement dans le but de prendre la parole et de s'affirmer, j'ai quand même bifurqué totalement sur le B2B et sur les entrepreneurs et les freelances aujourd'hui, puisque je trouve qu'il y a un vrai besoin à ce niveau-là d'oser parler de son activité, d'oser parler de soi, de ce qu'on fait, d'oser se pitcher plus dans le but de développer son business, quoi. Bah justement, à quoi ça sert selon toi justement d'être capable de pitcher, parce qu'on a beaucoup de prestats qui sont experts dans leur domaine finalement, mais alors quand il faut se vendre ou se pitcher ou juste présenter en fait ce que tu fais, il y a des gens qui sont perdus. Ouais. Quel conseil tu leur donnerais à ces personnes-là? En fait, déjà, je pense que à partir du moment où tu as bien déterminé sur quel marché tu veux travailler et à qui tu veux t'adresser, et que tu as défini une offre claire. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que ce que je remarque dans les entrepreneurs que j'accompagne, c'est que l'offre, elle est pas tout à fait bien définie. Peut-être qu'il y a trop d'offres, il y a trop de services, il y a trop de produits qui sont commercialisés d'un coup. Donc, les gens sont perdus et ne savent pas exactement où est-ce qu'ils doivent aller, quoi, en fait. Et toi-même, en tant qu'entrepreneur, tu as du mal à parler de tout et de rien, en fait. Alors que si tu as un vrai service ou produit un peu unique, un peu phare, celui que tu as envie de vendre le plus et que tu sais qu'il marche et qu'il va marcher, déjà, celui-là, c'est de l'aimer à fond, de croire en potentiel de cette offre-là et de se dire elle est super et en tout cas je vais tout faire pour qu'elle transforme des personnes ou qu'elle réponde à un besoin, et tu crois tellement fort à ce truc-là que tu en parles. Donc moi je pense que déjà si les bases elles sont pas posées à ce niveau-là sur est-ce que tu aimes ton offre, est-ce que tu crois à la transformation, est-ce que tu y crois à fond, est-ce que tu es sûr que ça va apporter un changement, et que voilà, si déjà la réponse tu dis j'ai pas confiance en moi, je crois que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, je suis pas sûre, peut-être que mais il y a des gens qui font mieux que moi, déjà tu peux pas en parler, tu peux pas en vendre parce que toi-même tu crois pas à ce que tu veux apporter. Donc déjà, je pense que c'est la toute première étape, croire en ce qu'on vend déjà. Premièrement, et si on y croit à fond, on est là, mais on en parle tout le temps en fait. Et moi, c'est ce que je fais avec Pitch Ton Biz. Je saoule pas non plus les gens, mais à chaque fois, j'arrive à en parler rapidement parce que je dis un truc du genre, c'est exactement ce qu'a vécu ma cliente dans Pitch Ton Biz. Elle avait ça comme problématique et franchement, j'ai pas de mal à en parler parce que j'y crois à fond en fait. Et parce que j'ai pas le syndrome de l'imposteur, parce que mon offre elle est unique sur le marché, parce que j'en ai pas vu d'autres comme ça, parce que j'essaie de faire avec mon unicité. J'ai pris tous les éléments qui me rassemblaient moi, ma personnalité et tout pour le mettre dans un seul truc. Donc forcément, je peux parler que d'un truc où je suis experte, tu vois. Et donc ça c'est la deuxième étape, je pense, c'est quand t'es expert sur un truc, déjà tu te compares un peu moins aux autres, t'es un peu niché. Et tu sais ce dont tu parles puisqu'il y a que toi qui en parle. Donc t'es en mode roue libre quoi, tu peux en parler autant que tu veux. Et donc forcément t'en parles, tu dis oui mais moi je fais ça sans se vanter ou quoi, parce que des fois on se dit ouais, oser prendre la parole, c'est un peu se vendre, passer pour un marchand de tapis, trop se mettre en avant, c'est abuser et tout. Non, si tu dis tout simplement moi je fais ça, c'est ma niche, c'est mathématique et je suis expert dans ça. Je vois pas où est en fait le problème. C'est que ça définit tout ce que tu es et tu te différencies de ce qui se fait ailleurs aussi. Ouais, non, puis j'ai réfléchi beaucoup à ce sujet en fait, de se dire de mal voir les gens qui ont confiance en eux. Enfin, c'est quand même un truc. Je sais pas si c'est très français, si c'est très ancré dans justement l'enfance, l'adolescence, et que du coup on reste là-dessus et que. Mais en vrai, pourquoi on n'est pas d'accord avec les gens qui sont confiants, tu sais. Tu sais, j'ai fait une analyse un peu comme toi récemment, et en fait, je l'ai très corrélée à ceux qui montrent, et dans notre écosystème d'entreprise et d'entrepreneuriat, c'est ceux qui montrent aussi qu'ils réussissent avec de l'argent. Et donc, on corrèle, je pense, la confiance en soi avec il montre qu'il réussit, qu'il a de l'argent, enfin... Tu vois ce que je veux dire? Mais pareil, pourquoi c'est grave de montrer qu'on a de l'argent, et pourquoi, en fait, ça devrait nous donner l'impulsion de faire les choses. Au lieu de se dire, ouais, t'as vu, gna gna, enfin. Non, forcément, quand t'as beaucoup d'argent et que t'as impacté des gens et que tu te montres et que tu montres que t'es présent et tout, il y a forcément un couac, t'es forcément un arnaqueur, t'es forcément, tu vois, c'est toutes les croyances. Mais ça, c'est français, non? Si forcément il a réussi, c'est qu'il y a un truc, oui, c'est très franco-français, ça, oui. C'est fou, quoi. Moi, je me dis, mais
Vraiment, là-dessus, je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi on en arrive là, de se dire ceux qui ont de l'argent, c'est des mauvais. Ceux qui sont confiants, c'est des mauvais. Enfin, en vrai, vraiment, je me pose cette question depuis plusieurs semaines là, en me disant mais pareil, moi j'étais une grande timide quand j'étais jeune. Au collège, tu me poses une question, je répondais par oui ou par non. C'était le maximum que je pouvais faire en fait. Et aujourd'hui, pareil, tu vois. Enfin, je suis officiante de cérémonie. J'ai un podcast. Je suis sur un peu avancé sur le sujet, quoi. Légèrement. Et donc du coup, je me dis mais voilà, pourquoi on met des barrières. Pourquoi on se met des barrières en fait à justement être nous-mêmes, à avoir confiance en nous, parce qu'on va être jugé par les autres négativement, mais en fait c'est de la jalousie finalement. Ouais. En fait, il y a plusieurs choses et ça je l'ai détecté quand j'ai fait tout ce qui était développement personnel et coaching. Clairement il y a la confiance en soi, ça c'est sûr, l'estime de soi, tout ça c'est des piliers à travailler pour pouvoir s'élever un peu plus. La peur des autres, du regard des autres, du jugement des autres est vraiment genre la peur number one à chaque fois, tu vois. Parce que si t'avais peur de rien, de personne et d'aucun jugement, qu'est-ce que tu ferais là, clairement? Si on pose la question tout de suite aux personnes qui peuvent nous écouter, en gros, qu'est-ce que tu ferais? Peut-être que tu lancerais ton compte LinkedIn que tu n'as pas osé lancer parce que tu ne veux pas montrer à tes anciens collègues avec qui tu travaillais que tu t'es reconverti professionnellement pour pas qu'ils te jugent, pour pas qu'ils disent mais qu'est-ce qu'elle fout, elle a complètement vrillé. En fait, c'est juste ça. Mais si tu t'enlèves juste ce truc-là et si tu te dis je m'en fous de mes collègues, je les reverrai jamais et on s'en fout, je lance mon compte LinkedIn et puis j'assume totalement. Et en fait, c'est toujours cette peur qui revient et pour ça, je pense qu'il y a un seul truc à se dire. Déjà de se dire c'est quoi, quels sont mes objectifs, mais surtout quelle est la personne que je veux devenir et avec quoi je veux c'est un peu glauque ce que je veux dire, mais avec quoi je veux partir dans ma tombe en fait. Moi est-ce que je veux tout le partir temps, moi je pense à ça. Voilà, je me dis est-ce que je veux partir avec des regrets de genre que des gens m'ont jugé dans ma vie et que j'ai été transparente et que personne ne m'a vue et entendu et que j'ai rien fait d'impactant parce que j'ai eu peur, ou on s'en fout et on avance quoi, tu vois. Et moi c'est la deuxième option en fait. Mais on est totalement alignés. C'est souvent je dis ça, je me dis mais qu'est-ce que je me dirais sur mon lit de mort? Est-ce que je me dirais je l'ai pas fait et je suis dégoûtée parce que je l'ai pas fait parce que j'ai eu peur, ou je l'ai fait et peut-être je le regrette, mais au moins je l'aurais fait et je serais heureuse d'avoir essayé quoi, tu vois. Oui. Et puis après, tu deviens de plus en plus clivant, plus tu t'affirmes, et forcément, il y a des gens qui t'aimeront pas, et des gens qui t'aimeront, et ceux qui t'aimeront pas, tant pis. Parce que, tu vois, à un moment donné, il faut avancer juste pour soi aussi, quoi. Mais c'est clair, parce que de toute façon, tu plairas pas à tout le monde, quoi qu'il arrive, et même si t'essayes de tout faire pour plaire à tout le monde, il y aura toujours des gens qui vont te critiquer derrière, en fait. Donc, ouais. Non, mais ça c'est un fléau et on sait tous de quoi on est capable. Tu vois, moi tout à l'heure en off, je te disais j'en suis à une transition où je sais qu'il faut que je passe à autre chose et que je scale un peu plus. Je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Mais j'ai pas envie là. Là, j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, j'ai pas envie de me confronter, j'ai pas envie d'avoir affaire à ce prochain palier. Je sais exactement, tu vois. On sait tous exactement ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut faire notre première story Insta. Quand on débute, on sait qu'il faut faire tout ça. Mais est-ce qu'on reste pas un peu dans notre zone de confort quand ça nous arrange et faire ce qu'on veut? En fait, c'est juste. Et donc, d'où l'intérêt aussi de se faire coacher, de se faire accompagner, de suivre des formations pour se faire booster, en fait. J'allais dire, Fanny, tu me connais pas assez encore, mais ça veut dire que là, je vais être obligée de te suivre et de te coacher pour que tu fasses ce que t'as à faire. Non, mais moi, je suis en mode, tu sais, ça fait 1 an que je dis qu'il faut que je scale et je suis là, oui, plus tard, Et puis, en fait, on sait tous exactement ce qu'on a à faire. On sait, mais... Justement, du coup, quels sont les principes du pitch ou de la prise de parole en public qu'on peut utiliser sur les réseaux? Tu parlais d'Instagram, de la première story. Quels sont les conseils que tu donnes aux gens pour utiliser les réseaux pour se vendre finalement? Alors, du coup, une fois que tu as écrit ton pitch, donc c'est-à-dire il y a une certaine structure à respecter pour qu'il soit impactant, qu'il donne envie, qu'on écoute ton storytelling et que tu donnes un bon appel à l'action, ça, tu peux le décliner en plusieurs formats. Donc clairement, après tu peux en faire un post, tu peux faire ton pitch en story, tu peux faire un reels, tu peux même faire l'intro de ton podcast, c'est un peu ton pitch. Un pitch pour moi, ça dure maximum 2-3 minutes. Donc en intro de podcast, c'est trop long, mais tu vois, t'arrives à le réduire, à juste retirer
finalement la proposition de valeur, ta mission, est-ce que tu vas proposer dans le podcast aussi. Mais en fait, en gros, tu peux le décliner à l'infini parce que tu prends des éléments que tu dis et tu peux en faire tout un sujet, en faire une thématique. Donc, tu peux découper en plusieurs parties, ça te fait plein de thématiques, ça te fait plein de posts, ça fait plein de stories, etc. Je sais pas si ça répond à ta question, en tout cas. Ouais, bah du coup, j'en ai une autre qui vient parce que j'en ai deux autres qui viennent, mais la première, c'est quoi ton pitch à toi, pour que les gens puissent voir ce que c'est un pitch finalement, parce qu'il y en a peut-être qui connaissent même pas le concept. Revenir peut-être aux bases. Oui, aux bases, oui, pardon. En fait, il y a 3 sortes de pitch qui existent pour moi. Il y a le pitch commercial, donc celui qu'on va utiliser le plus souvent pour parler de soi et de son activité, de ses services. En gros, ça reprend vraiment le pourquoi du comment on en est là, donc le pourquoi du comment aussi on a monté cette boîte et pourquoi cette boîte existe. Ça reprend la mission de la boîte, donc la proposition de valeur. J'aide qui à faire quoi? Donc pour moi, c'est j'aide les entrepreneurs à oser prendre la parole autour de leurs activités et de leurs services et à oser se pitcher un peu plus. Ça va être ma phrase à moi, on va dire. Et ensuite, pour terminer, avec un appel à l'action. Ça va être un appel à l'action qui est du genre, si ça vous intéresse d'en savoir plus, allez sur mon site internet et vous donnez le nom du site internet. Ça, c'est le pitch commercial. Ensuite, il y a l'elevator pitch qui, lui, est beaucoup plus rapide. C'est un format 30 secondes. C'est un concept américain, l'elevator pitch, où en fait, tu rentres dans un ascenseur, la personne te dit, tu vois, en Amérique, ils font ça, hey, how are you? What are you doing for a living? Tu vois, ils te disent un truc comme ça, et toi, t'es là, hi, my name is, je m'appelle Fanny L'Esprit, j'ai 33 ans, je viens dans le sud de la France, et je suis coach et formatrice dans le pitch et la prise de parole en public. Voici ma carte de visite, je vous souhaite une excellente journée. Ça, c'est plus format 30 secondes. Tu dis juste vraiment ta mission, ce que tu fais, d'où tu viens, tu donnes ta carte de visite, et voilà. Et ensuite, on a le pitch deck. Celui-là, c'est plus dans le but de lever des fonds et de pitcher devant des investisseurs, où là, tu as, en plus du pitch commercial pour vendre le projet, dire qu'il est super, qu'il est génial et que c'est ce qui va révolutionner le monde et la planète bientôt, tu développes ton business plan, ta vision, tes objectifs, tu dis combien tu as de salariés, quel est le plan financier, dans le but soit de lever des fonds, soit de convaincre la personne qui est en face de toi. Et ça, c'est plus un format qui va de 10 à 30 minutes, ça dépend le rendez-vous que tu as pour ton deck. Et donc sur tout ça, tu peux en faire ce que tu veux, tu les mets partout, tes pitchs en fait. Tu les mets sur tous tes réseaux sociaux, en post, en story, en Reels, sur YouTube. Ok, et ce serait quoi les trois grands conseils pour pitcher, pour créer son pitch? Alors, les 3 grands conseils. Alors, attends, juste par rapport à ce que tu disais avant. Ouais. Vous allez me dire, oui, mais une fois qu'on l'a fait, on n'a pas besoin de le refaire. Si, parce que, en fait, quand t'as tout le temps des nouvelles personnes qui arrivent dans ta communauté, faut répéter son pitch. Et puis, un pitch, ça évolue dans le temps, 6 mois. Moi, c'est vrai que je l'ai fait un peu évoluer. J'ai arrêté de dire que j'étais une ancienne timide et que j'avais pas confiance en moi et que du coup, j'aide les gens aussi à faire ça maintenant, à prendre la parole en public et tout ça parce que moi, j'osais pas le faire. Mon pitch, maintenant, il est plus, je ne savais pas comment attirer des clients. Je pensais qu'il fallait toujours créer du contenu. Et puis, à un moment donné, je me suis sorti les doigts, excusez-moi l'expression, et j'ai osé parler beaucoup plus de mon activité et de mon offre. Si toi aussi, tu veux savoir comment faire ça, eh bien, je vais t'apprendre. En fait, en gros, j'ai fait évoluer mon pitch avec moi qui ai évolué dans mon business. Donc, évidemment, un pitch, ça bouge. Les étapes pour préparer son pitch. Déjà, à qui on s'adresse? Donc, qui est la cible de son pitch? Est-ce que on s'adresse à des clients potentiels? Lesquels sont-ils? Est-ce qu'on peut dessiner un peu son avatar client? Est-ce que c'est une femme de 45 ans qui est mère, qui a 2 enfants, qui veut je sais pas quoi, c'est quoi son problème dans la vie, etc. Il faut vraiment bien la cibler. Est-ce que c'est une entrepreneur? Est-ce que c'est pas une entrepreneur? Bref, en gros, on détermine la cible parce que si on n'a pas de cible, on sait pas à qui on s'adresse et surtout, on n'a pas l'appel à l'action à la fin. Un appel à l'action pour des B2B va être différent que pour des B2C. Ça, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais bon, en gros, si on est une entreprise qui vend à des entreprises ou si on vend à des consommateurs normaux, voilà. Et donc, du coup, c'est pas le même call to action à la fin. Donc, déjà, on n'a pas son call to action si on n'a pas sa cible. Ça, c'est évident. Ensuite, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie que l'on retienne de mon pitch? Et là, faut qu'on ait 2 éléments importants et impactants. Moi, c'est simple, ils sont très simples, mais parce que c'est mathématique qui veut ça aussi et voilà. Moi, je veux qu'on retienne que je m'appelle Fanny et que je fais du pitch. T'as de la chance parce que l'esprit, ça se retient bien aussi. Oui, Fanny L'Esprit, pitch, à la limite l'esprit. Mais bon, je préfère Fanny pitch.
Je t'explique pourquoi. Parce que y a pas d'autres Fanny qui font du pitch pour les entreprises. Donc, en fait, en gros, tu te souviens de moi, t'as écouté le podcast avec Magali il y a 3 semaines et tu dis, il y avait une nana qu'elle a invitée, mais je sais plus, mais je crois qu'elle s'appelait Fanny et je crois qu'elle faisait du pitch. Ok, t'as retenu au moins mes 2 éléments importants que je veux que tu retiennes. Tu tapes Fanny Pitch sur Google, t'as de fortes chances que je ressorte. Vraiment de fortes chances. Ou sur Insta ou sur LinkedIn. T'as de fortes chances parce qu'il n'y en a pas 36 000. Par contre, si tu t'appelles Marie et que t'es coiffeuse... oui, t'es première. Ah, bon, tu vois, je sais pas, mais je suppose parce que tu vois, c'est mathématique qui veut ça. Si tu t'appelles Marie et que c'est coiffeuse, c'est pas Marie et coiffeuse, c'est 2 éléments importants. Parce que des Marie coiffeuses, il doit y en avoir 36 000 en France. Je sais pas, tu vois, mais par contre, quel est le nom de ton salon de coiffure et quelle est sa spécificité? Si tu utilises que des produits bio et que ton salon s'appelle Essence, je sais pas quoi, on faut qu'on retienne essence et cheveux, enfin j'en sais rien, je sais n'importe quoi, essence et cheveux et que tu fais des produits bio, faut que tu le répètes au moins 2 fois, 3 fois, 4 fois dans ton pitch pour qu'on retienne ces 2 éléments impactants que si on te recherche, tu ressors et on te retrouve. Donc ça, c'est la base. Quels sont les éléments que tu veux qu'on retienne de toi à la fin quand on a dit ton pitch? Parce que souvent, tu sais ce qui se passe, je sais pas si t'as déjà fait des réseaux d'entrepreneurs ou un truc comme ça, la personne se pitch, puis 3 semaines après, t'es là, ouais, j'ai rencontré une nana, mais alors là, est-ce qu'elle s'appelait Lucie, Charlotte ou Camille? Je sais pas. Le nom de sa boîte, j'ai oublié. Et je crois bien qu'elle faisait du coaching, mais dans quoi? J'ai oublié aussi. Et pourtant, t'as envie de lui demander un truc hyper important, mais tu te souviens de rien. Donc, t'as aucun élément. Alors maintenant, on a les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile. Mais si tu veux toucher vraiment de façon impactante, pose-toi cette question. Donc, la cible, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Et après, faut se poser avec un papier, un stylo, 2 heures devant soi et se dire, OK, je raconte mon histoire. Trop bien. Est-ce que tu as un dernier conseil avant qu'on passe aux questions que je t'ai pas envoyées? Un peu plus perso. Un dernier conseil, en fait, une fois qu'on a un super pitch, il faut oser en parler, il faut oser le dire parce que c'est super d'avoir un pitch incroyable, mais si c'est pour qu'il reste dans le placard, ça sert à rien, typiquement. Donc, il faut oser en parler. Donc, il faut aussi travailler sa prise de parole, son charisme, sa façon de le dire. Donc, c'est pour ça que, dans mes formations, évidemment, que je donne tout le temps, on fait les 2. Ça sert à rien d'avoir un super pitch, de repartir comme ça et de dire, c'est super, j'ai écrit un super truc, si c'est pour pas l'incarner oralement. Et inversement, on peut être un showman, avoir avoir vachement de charisme, être la personne qu'on voit, qu'on écoute et tout. Mais par contre, si on a un pitch qui est interminable, qui n'a pas de sens, qui fait flop et qui donne pas envie d'être écouté, c'est dommage. Il nous manque une pièce, quoi. Il y a un déséquilibre. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien travailler la structure. En fait, le fond et la forme, quoi. Le fond, c'est le pitch. Tout ce qu'on va écrire, c'est le texte. Et la forme, c'est tout ce qui englobe, c'est soi, en fait. Et donc, il faut travailler les 2 pour être impactant, attirer des clients, développer son entreprise et devenir millionnaire. Par exemple. Et du coup, se faire juger sur les réseaux. Et du coup, partir en dépression parce qu'on a plein de haters. À chaque niveau, son niveau de problème. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais voilà. En gros, c'est plus ou moins ça les conseils que je donnerais. Ouais. Ok, super. Écoute, alors pour les questions que je t'ai pas envoyées, c'est toujours des questions un peu plus perso. Du coup, je me dis, je l'ai fait un peu au feeling. Ton dernier coup de cœur pro? Ouais, alors pro. Ah oui, pro, putain, pro. Ouais, non, j'allais dire perso. En fait, en ce moment, je suis à fond dans un truc sur YouTube, mais c'est pas pro. Vas-y, dis. C'est une émission, c'est Legend. Ok, je connais pas. Je suis pas très YouTube, moi. C'est des interviews de gens qui ont fait des choses soit pas correctes, donc là parce que en ce moment je suis sur tous ceux qui ont fait 20 ans de prison et trucs comme ça, et donc ils les interviewent et tout, et je suis à fond. Ah ouais, j'adore les jeunes. Ça doit être pas mal. Et donc bref, donc là je suis sur ça, très bien. Rien à voir. Alors non, après moi je suis très inspirée au quotidien par plein de monde, tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute beaucoup d'interviews. Je regarde beaucoup ce qui se fait, notamment chez les personnes que j'estime, pour moi, dans ma sphère, qui ont réussi, on va dire, donc qui sont assez reconnues, qui ont beaucoup de clients, qui ont des entreprises qui tournent. Donc, je m'inspire beaucoup de ces personnes-là qu'on peut voir, typiquement. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, tu vois, je suis beaucoup aussi les actualités de Margot Cunego. Je sais pas si tu vois qui c'est une coach business. Parce que,
tu sais, on entend souvent, ouais, mais le business en ligne, c'est dur, c'est difficile, et puis on n'arrive pas à avoir des clients, et puis le marché, il est saturé. Ben, en fait, elle prouve en ce moment clairement que c'est vraiment le contraire. Quand on a une bonne offre, quand on donne envie d'acheter, quand on est là, qu'on est présent, qu'on va dedans et que on travaille dur pour ça. Donc, au niveau du business en ligne, je parle. Ouais. Tu vois. Il y a une des filles que j'ai interviewées sur le podcast qui a pris son accompagnement. J'attends de voir justement ce qu'elle en a pensé. Mais oui, je la suis aussi et elle est très jeune. Elle est très jeune. Elle est impressionnante, ouais, effectivement. En fait, c'est ça, c'est ce truc-là on a tous des croyances pour se rassurer, hein, de se dire ouais, mais ça marche pas, enfin ça marche. Oui, mais là il y a un essoufflement. Oui, mais personne met mes posts. En c'est la rentrée, personne n'a les sous. Voilà. Alors peut-être que oui, il y a une réalité, tu vois. D'accord. Peut-être que statistiquement il y a sûrement une réalité. Mais si tu veux, je vais essayer de m'appuyer de versions contraires, donc notamment ces personnes-là comme Margot Cunego qui te démontrent que c'est le contraire en ce moment et que tu peux très bien réussir dans un climat qui est pas le plus cool quoi en ce moment. Et en fait surtout en ligne, je veux dire en ligne, parce que c'est vrai que le présentiel reste ce qu'il est dans tous les cas. Mais enfin voilà, entre guillemets, j'essaie de toujours m'inspirer de trucs contraires que je peux penser moi. Parce que moi je suis quelqu'un qui, tu vois, tu peux aller très tendance pas dans le négatif, mais m'enfermer dans, tu vois, ce discours, ouais, mais voilà, mais c'est pour ça que ça marche pas. J'en étais sûre, tu vois, genre, je suis très comme ça. Et en fait, j'essaie tous les jours de me démontrer, ouais, mais non, t'as tort, meuf, voilà, tu vois bien que t'as tort. Donc, je pense que ça me permet d'avancer aussi. Ok. Ton dernier coup de gueule? Mon dernier coup de gueule? Moi, je fais pas trop des coups de gueule, je crois. Mon dernier coup de gueule, c'est bizarre de pas préparer les questions comme ça. J'aime bien justement parce que ça sort plus naturellement et spontanément. Mais c'est pas grave si t'en as pas. Ouais, non, je suis pas, tu sais, moi, je suis une meuf qui suit un peu tout ce qui se passe, je suis le mouvement de la société, je suis là. Non, moi, je trouve que en France, on nous met trop de bâtons dans les roues pour plein de trucs, en fait, justement, ce dont on parlait, mindset. Alors, soi-disant, on a là, un ministère de l'économie qui veut vraiment faire bouger le monde de l'entrepreneuriat et des choses comme ça, mais regarde, pour monter un statut, c'est déjà, tout est compliqué. Ok, l'auto-entrepreneuriat, c'est pas compliqué, mais tu veux basculer dans un autre statut, tu vas avoir trop d'impôts. En France, on dit qu'on a trop d'impôts. Genre, dès que tu commences à avoir une société qui tourne, t'es tout le temps en train de payer. Donc, heureusement, tu peux payer plein de trucs pour toi, dans ta vie de tous les jours, avec ta société, mais clairement, c'est chaud, quoi. Il y a plein de trucs où je me demande comment des mecs comme Bernard Arnault, ils font dans un système comme ça, quoi. Tu vois, t'es là, mais tu te fais ponctionner de partout. Alors peut-être que c'est parce que on est à une échelle aussi peut-être trop basse et on est dans le truc un peu bâtard où on gagne de l'argent et du coup, il en reste pas non plus des masses. Et qu'il faut vraiment en gagner beaucoup pour qu'il en reste. Mais tu vois, je me dis, c'est mal fichu encore. Je trouve que, tu vois, tout le système administratif, je trouve ça trop compliqué pour nous, les Français, pour les sociétés. Personne nous explique rien. À l'école, personne nous a rien expliqué. On n'a pas eu un prof qui est arrivé, qui nous a dit, alors, on va vous expliquer comment être entrepreneur, comment remplir sa feuille d'impôt, comment, faire sa compta, des choses comme ça. Et franchement, moi, je suis là, je débarque de trucs encore. Mes parents, ils me disent, quoi? T'étais pas au courant? T'as 33 ans, t'es pas au courant de ça? Bah non, je suis pas au courant. Si personne me l'explique, comment tu veux que je sois au courant? Je veux dire, personne m'a donné un cours. Donc, voilà, bon. Après, c'est peut-être moi qui suis à l'ouest, hein, je sais pas, tu vois. Mais je trouve que c'est mal fichu quand même. Ouais, je suis d'accord. C'était quand la pire période de ta vie? Vers quel âge? La pire période de ma vie, je t'ai dit, le collège, franchement, le collège, c'était chaud patate. C'était chaud parce que j'avais cette transition entre la petite fille qui avait plein de rêves. Tu vois, pour moi, j'étais Britney Spears dans ma tête à 10, 11 ans, quoi. Mais ça y est, j'étais partie aux États-Unis. On se ressemble, hein, on se ressemble. Bah oui, Baby One More Time, les clips vidéo, voilà, tu vois. Bon, moi, je suis un peu plus vieille que toi, mais... C'est pas... Moi, ça y est, j'étais partie aux US dans ma tête et tout. Puis en fait, je pense qu'au collège, tu te prends la réalité en face de ce que va être la vie, les gens, l'entourage, les cours, le machin, et tu te dis, ah ouais, en fait, ça va pas être, la méchanceté, ça va pas être aussi funky que dans le clip, ça va pas être aussi cool. Moi, je pensais que c'était ça la vie, que c'était de rêver, d'être sur, de faire le show et tout. Et en fait, ça a été une période
challenging dans le sens où je me cherchais de ouf. J'avais pas du tout confiance en moi. Tu sais, moi, j'étais vraiment la nana qui suivait tous les trucs, quoi. Tu vois, il faut faire un truc, je le fais. Il faut faire une connerie, je la fais. Ça, c'est bien, c'est mal, je sais pas, j'en sais rien. Ah ouais, non, moi, j'étais très sage. Faut sortir en boîte, je sors en boîte. Faut sortir avec des mecs, je sors avec des mecs. Enfin, tu vois, tu sais pas, t'es là, tu testes. Non, mais vraiment, j'étais vraiment la nana paumée, je pense. Mais vraiment paumée de ouf. Et après, j'ai su m'affirmer. Quand je te dis, je suis partie à Paris pour un truc, pour faire tu vois, comme quoi Paris se passe mal. Ouais, ah ben non, j'ai dit à mes parents, je pars, c'est ça que je veux faire. J'étais beaucoup plus affirmée. Mais la période avant était un peu plus chaotique, ouais. Et du coup, tu lui dirais quoi, du coup, à la Fanny du collège, maintenant, qui a vécu tout ce qu'elle a vécu aujourd'hui? Je lui dirais de pas perdre de temps avec des choses inutiles que je pouvais faire, tu vois, en dehors. Enfin, ça serait plus... C'est vrai que ça, je le dis souvent, mais j'ai un peu le regret d'avoir perdu du temps. Mais c'est pas qu'au collège, tu vois, c'est même dans ma vingtaine. C'était super, tous mes voyages, mais j'ai quand même la sensation que je suis passée un peu à côté de moi en ne m'écoutant pas vraiment, en ne sachant pas qui j'étais vraiment. Et si on apprenait plus tôt dans l'enfance et dans l'adolescence à se connaître vraiment, on te forcerait pas à faire des trucs que t'as pas envie de faire, en fait. Et ça serait plus ça, c'est genre qui tu es vraiment, comment tu te définis, plonge vraiment à l'intérieur de toi et genre garde ces rêves aussi d'enfance que tu as et tout, tu vois, je lui dirais plus ça, en fait. Apprends à te connaître pour vraiment pas perdre de temps et aller directement à ce qui fait sens pour toi, quoi. Parce que moi, je trouve que, enfin, c'est pas que j'ai perdu du temps, mais je trouve que... Mais tu penses que tu serais la même personne que tu es aujourd'hui si t'avais pas fait tout ça? Bah ouais. Mais non, mais voilà, mais oui, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais peut-être lu un peu plus de livres, je me serais un peu plus développée. Tu sais, quand t'as pas confiance en toi, franchement, je me dis les années ont été longues, en fait, sans cette confiance en soi. Cette bascule, je l'ai faite il y a pas si longtemps, hein, malgré que j'avais fait du théâtre, j'étais partie à l'étranger et tout. La vraie bascule de mon changement intérieur, elle date d'il y a 4-5 ans. Et en fait, ouais, tu vois, c'est récent, tu vois. Et donc, je me dis, waouh, toutes ces années où, en fait, j'étais à côté de moi, quoi. Je me regardais, quoi, vivre. Enfin, tu sais, t'es là, mais t'es pas là, quoi. T'es en train de vivre, tu fais plein de trucs. Ok, tu sors, tu profites. Mais en gros, c'est ce truc de moment présent où tu te dis, je profite de tout, mais tu construis rien, tu vois. Et moi, je trouve que j'étais un peu trop dans le moment présent et pas assez dans la construction de ma vie, de mes objectifs, de qui je suis et de qu'est-ce que je veux vraiment. C'est pas que c'est un regret, mais c'est que, voilà, j'aurais préféré qu'on me dise tout ça avant, clairement. Ouais. Mais c'est marrant, là-dessus, on est complètement à l'opposé, parce que moi, je me le suis fait tatouer ici et maintenant. Parce que justement, j'étais trop dans le passé ou dans le futur. J'étais tout le temps en train de ruminer ce qui s'était passé, pourquoi, comment, machin, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que machin. Ou alors, comment je peux faire, qu'est-ce que je vais faire plus tard, comment je vais être... Enfin, tu vois, c'était... Ah ouais, non, moi, pas du tout. Voilà, donc je me suis tatouée ici et maintenant pour justement être plus dans le moment présent. Ouais, bah oui, bah alors justement, moi je dois cultiver ça maintenant aussi un peu plus, tu vois, au lieu de penser tout le temps au futur. Mais ouais, je comprends. En tout cas, merci beaucoup Fanny, c'était un plaisir de t'avoir comme la dernière fois. Et puis j'espère te revoir bientôt sur le podcast parce que je suis sûre qu'il y a d'autres choses à dire. Ouais, c'était trop cool. Bah, t'as vu, je papote beaucoup, je t'ai prévenu, hein, je te l'ai dit. C'était très bien. Non, t'as été correcte au niveau timing, t'étais parfaite. Super. Et ben, écoute, franchement, moi, c'était trop cool. Je passais un super moment avec toi. Moi aussi. À très vite. À bientôt. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi et que tu auras appris plein de choses. Si c'est le cas, partage-le sur Insta et tag nous Fanny et moi, ça nous fera trop plaisir. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.